Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à s'entraîner pour le bac. Donc aujourd'hui, on va faire un exercice de chimie, ça sera l'exercice B qui est tombé en métropole en 2022 et qui est intitulé Encre et effaceurs. Donc dans le début de ce sujet, on nous dit que les effaceurs d'encre sont apparus dans les années 70 en Allemagne et ils permettent d'effacer l'encre des stylos plumes. Et donc on nous dit que le colorant principal de l'encre bleue, c'est le bleu d'aniline, qui est un solide dont on nous donne la formule brute, et l'encre ne contient que 3 à 5% en masse de ce colorant. Et donc le reste est composé d'eau, d'alcool et d'autres additifs. Et donc l'exercice va être découpé en deux parties, et dans la première partie, on va s'intéresser à la composition de l'encre, donc des stylos plumes, et dans la deuxième partie, on va déterminer le nombre de cartouches qui peuvent être effacées avec un seul effaceur. Donc on nous fournit des informations, donc des valeurs numériques qui permettront justement de calculer euh, donc les valeurs des expressions littérales qu'on aura trouvées. On nous donne aussi donc le cercle chromatique, des histoires de pK, donc on s'attend à avoir des réactions acido-basiques, aussi un peu d'oxydoréduction, vu qu'on nous donne des couples oxydant-réducteurs, et puis une demi-équation électronique d'un couple qui sera a priori mis en jeu. Donc dans la première partie, on cherche à déterminer la quantité de bleu d'aniline qui est présente dans une cartouche. Nous, on sait que d'après l'énoncé, enfin d'après la petite introduction, on s'attend à avoir entre 3 et 5% en masse, et donc c'est ce qu'on va vérifier dans cette première partie. Et donc, on nous fournit un protocole, donc on nous dit qu'on aspire la totalité de l'encre d'une cartouche, et qu'on l'introduit dans une fiole jaugée de volume 100 ml, et on remplit cette fiole jusqu'au trait de jauge. On obtient une solution S1 et ensuite on prépare à partir de cette solution une autre solution qui sera diluée au 20e et qui est notée S2. Et puis on mesure l'absorbance de la solution pour différentes valeurs de longueur d'onde et on obtient ce qui est représenté sur la figure 1. Et pour la première question, on nous demande de montrer que le spectre d'absorption qui est obtenu et qui est représenté sur la figure 1 est cohérent avec la couleur de l'encre. Donc pour ça, il faut regarder pour quelle longueur d'onde l'absorption est maximale. Et on se rend compte à partir du spectre d'absorption que l'absorption est maximale pour une longueur d'onde de 580 nanomètres. Et maintenant, il faut savoir à quoi correspond cette longueur d'onde en termes de couleur. Donc pour ça, on se reporte au cercle chromatique et on voit que 580 nanomètres, c'est du orange. Et la couleur complémentaire du orange, c'est celle qui est en face, au niveau du cercle, donc c'est le bleu. Ce qui veut dire que puisque l'encre, enfin les composés dans l'encre absorbent majoritairement la longueur d'onde, enfin les longueurs d'onde autour de 580 nanomètres, ça veut dire qu'elles apparaîtront en bleu, ce qui est bien cohérent avec ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Ensuite, pour la deuxième question, il faut nommer la verrerie qui est nécessaire à la préparation de la solution 2. Donc si on reprend un peu l'énoncé, donc la solution 2, c'est la solution qui a été obtenue en diluant 20 fois la solution 1 et on en prépare un volume de 100 ml. Donc pour faire des dilutions, c'est toujours la même verrerie, ça va être une fiole jaugée et une pipette jaugée. Donc là, la fiole jaugée, on nous impose le volume, donc on sait déjà qu'elle sera de 100 ml. Et puis, il faut savoir quel volume on souhaite prélever. Et là, on souhaite diluer 20 fois la solution S1, et on veut un volume final de 100 ml, ce qui veut dire qu'il faut prélever 1/20 de 100 ml, c'est-à-dire 5 ml. Donc il faut une pipette jaugée de 5 ml. Ensuite, il faut déterminer, à l'aide de la loi de Berlambert et de la figure 1, la concentration en quantité de matière en bleu d'aniline de la solution S2. Donc, pour ça, on peut repartir de la loi de Berlambert. Donc, soit on s'en souvient, donc c'est l'absorbance qui est égale à epsilon fois L fois la concentration, soit on s'en souvient pas, et là on a de la chance, elle est rappelée dans l'énoncé. Et donc ici, dans l'énoncé, on nous donne également donc la longueur de la cuve, qui est égale à 1 cm, donc c'est une cuve classique, que vous avez peut-être déjà utilisée en TP, et le coefficient d'extinction molaire, donc il dépend de la longueur d'onde, et là on nous donne le coefficient d'extinction molaire à 580 nanomètres. Donc il va falloir regarder ce qui se passe à 580 nanomètres sur le spectre. Et donc nous, on veut la concentration molaire,
Donc on peut l'isoler, donc on va avoir C qui est égal à l'absorbance sur epsilon fois L. Et donc, si on fait l'application numérique, eh bien, en bas, on va avoir des choses qu'il n'y a pas à déterminer, il faut juste trouver les informations dans l'énoncé. Donc, epsilon, c'est 5,0010 puissance 4, et la longueur de la cuve, c'est 1,0 cm. Et là, attention, dans la loi de Beer-Lambert, la longueur de la cuve, c'est en centimètres, puisque là, epsilon, c'est donné en litres par mol par centimètre, donc on laisse la longueur en centimètres. Et pour la valeur de l'absorbance, il faut la lire sur le graphe. Et donc là, on est à 580 nanomètres. On voit que l'absorbance, elle est environ égale à 0,75. Et donc ça, quand on tape à la calculatrice, ça fait 1,5 10 moins 5 mol par litre. Et donc maintenant, on nous demande de déterminer la quantité de matière qui est présente dans une cartouche d'encre. Donc là, on a une concentration molaire. Donc c'est à partir de cette concentration qu'on va pouvoir remonter à la quantité de matière qu'il y avait dans la cartouche. Mais bon, attention, ici, c'est la concentration de la solution S2. Donc la solution qui a été diluée au 20e. Donc la concentration de la solution S1, celle dans laquelle on a mis la totalité de la cartouche d'encre, c'est 20 fois la concentration de la solution S2. Donc autrement dit, ça fait 3,010 moins 4 mol par litre. Et maintenant, on sait que la quantité de matière qui était présente dans la cartouche d'encre, elle est entièrement présente dans la solution S1. Il y a eu une dilution en termes de concentration, mais il y a conservation de la quantité de matière. Donc ici, on sait que N, ça va être égal à la concentration de S1 fois le volume de S1. Et le volume de S1, c'est 100 millilitres. D'ailleurs, il s'appelle pas VS1, il s'appelle juste V1 dans l'énoncé. Donc, on va pouvoir dire que la quantité de matière, donc ça va être égal à 3,010 moins 4 fois 110 moins 3. Et donc ça, donc là 110 moins 3, ça fait 0,1, donc en fait ça va faire 3,010 moins 5 mol. Et donc on retombe sur la valeur qui était annoncée, tout va bien. Et ensuite il faut calculer le titre massique en bleu d'aniline de l'encre contenue dans la cartouche. Et il faut conclure, donc conclure par rapport à ce qui est annoncé, enfin le titre massique théorique, donc entre 3 et 5%. Donc, on va d'abord calculer le titre massique. Donc déjà, ici, on a une quantité de matière, et donc il faut passer en masse. Et donc, le lien entre la quantité de matière et la masse, c'est la masse molaire, et ça tombe bien, on nous la donne dans l'énoncé. Donc, on va avoir la masse du colorant, qui est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Donc, 3,0, 10 moins 5 fois, donc la masse molaire, c'est 737,7 grammes par mol. Et donc ça, avec deux chiffres significatifs, ça fait 2,2 10 moins 2 grammes. Donc il y a 2,2 10 moins 2 grammes de colorant dans une cartouche d'encre. Et maintenant, il faut voir quelle proportion ça représente par rapport à la masse totale de la cartouche, enfin du liquide qui est contenu dans la cartouche. Et donc, pour calculer la masse de liquide dans la cartouche, eh bien on nous donne la masse volumique de l'encre et puis le volume d'encre. Donc on va avoir la masse, alors je vais peut-être appeler ça plutôt masse encre. Et donc la masse de l'encre, ça va être le volume de la cartouche fois la masse volumique de l'encre. Et donc on nous donne les deux dans l'énoncé, donc ça va être égal à 0,60 fois 1,1, et donc ça, ça fait 0,66 grammes. Et donc maintenant, pour trouver le titre massique du colorant par rapport à l'encre dans sa globalité, eh bien, on peut calculer le rapport entre les deux. Donc, on va avoir le titre, qu'on peut appeler T, par exemple. Je ne sais pas s'il y a un nom qui est donné.
Non, donc on peut l'appeler T. On va l'appeler T bleu. Et donc T bleu, ça va être égal à M divisé par M encre. Donc 2,2 10 moins 2. Donc, bon, si on garde les deux en décimales, ça fait 0,022 divisé par 0,66. Et donc quand on tape à la calculatrice, on obtient 3,4. Oui, 3,4%. Donc on est bien dans la fourchette entre 3 et 5%. Donc c'est cohérent avec les informations qui sont données dans le sujet. Donc ça, c'était pour la première partie de l'exercice. On va pouvoir passer à la deuxième partie. Et donc dans cette deuxième partie, on va s'intéresser plus spécifiquement aux réactions chimiques qui sont impliquées lorsqu'on utilise un effaceur pour justement enlever l'encre qu'on a étudiée dans la première partie. Et donc on nous dit que le côté blanc d'un effaceur est constitué d'une mine qui est reliée à un réservoir qui contient des ions sulfite SO3 2-, et ce sont ces ions qui vont être responsables de l'effacement de l'encre. Et on cherche à déterminer la quantité de matière d'ions sulfite qui sont présentes dans l'effaceur en faisant un titrage. Et donc on va titrer les ions sulfite par du diode. Et donc pareil, on nous fournit un protocole pour ça. Donc d'abord, on casse l'effaceur et on récupère ce qu'il y a dans le réservoir de la mine blanche. On les place dans un bécher et on ajoute un peu d'eau. On mélange et puis on laisse quelque temps le réservoir pour que vraiment tout ce qui est à l'intérieur du réservoir puisse passer dans l'eau. Et puis après, on retire le réservoir et on obtient en faisant ça une solution qui est notée S. On mesure le pH de la solution S et ensuite on place le bécher sous une burette graduée qui contient la solution titrante, donc la solution de diode, puis on réalise le titrage de la solution. Et donc, le pH de la solution S, c'est 11, et le volume à l'équivalence, pour ce titrage, on nous dit que c'est 8,2 millilitres. Et donc pour la question 6, on nous demande de montrer que l'ion sulfite est majoritaire par rapport à ces acides conjugués dans la solution S. Donc pour ça, on va faire, donc comme le suggère la question, un diagramme de prédominance. Donc on représente l'axe du pH et puis on va placer les valeurs du pK. Donc pour ça, on a deux valeurs à placer puisqu'on a deux couples. On a un premier couple dont le pK est de 1,8 et le deuxième qui est à 7,0. Et donc, avant 1,8, c'est SO2H2O qui va être majoritaire. Entre les deux pK, ça va être l'espèce amphotère, donc HSO3-. Et puis les ions sulfites au-delà de 7 de pH. Donc ici, on nous dit qu'on est au début du titrage à un pH de 11, donc on est quelque part ici, donc on est bien dans le domaine de prédominance des ions sulfites. Ensuite, pour la question 7, on nous demande d'écrire la réaction de support de titrage. Donc ici, on sait que les ions sulfates et les ions sulfites forment un couple oxydant-réducteur d'après l'énoncé, et qu'on a la même chose avec le diode et les ions iodures. Donc a priori, on va avoir une réaction d'oxydoréduction. Et dans l'énoncé, on nous donne déjà une première demi-équation redox. Je vais juste la réécrire dans l'autre sens, et on va avoir donc SO3 plus 2HO- qui va être égal aux ions sulfate plus de l'eau et 2 électrons. Donc là, on va pouvoir écrire la deuxième demi-équation redox, donc celle qui fait intervenir le couple diode-ion iodure. Et donc, on va avoir I2 d'un côté et I- de l'autre. Là, on commence par équilibrer, enfin, de toute façon, on n'a que des atomes d'iode, donc on équilibre les atomes d'iode. Il faut mettre un coefficient stoichiométrique 2 ici. Et on se rend compte qu'on a deux charges négatives à droite et qu'on n'en a pas à gauche. Donc on équilibre avec des électrons. Et maintenant, on a deux électrons dans cette demi-équation redox, deux dans celle-ci. Donc on peut simplement sommer les deux équations les deux demi-équations pour obtenir l'équation bilan du titrage. Et donc on va avoir SO3 plus I2 plus 2HO- qui va donner donc des ions sulfates, des ions iodures et de l'eau. Et donc voilà l'équation de support de titrage. Et donc pour la question 8, il faut déterminer la quantité de matière d'ion sulfite qui est contenue dans un effaceur.
Donc, pour ça, maintenant qu'on a écrit l'équation de support du titrage, eh bien, on va écrire la relation à l'équivalence. Donc, avant d'écrire la relation, il faudrait écrire dans une copie une phrase du type à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation de bilan du dosage. Donc là, je vais pas l'écrire parce que c'est un peu long, mais dans une copie, faites-le. Et donc, ici, on va avoir la quantité de matière de SO3 donc des ions sulfites, divisé par le coefficient stoichiométrique, donc 1, qui serait égal à la quantité de matière de l'espèce titrante, donc de diode, divisé par le coefficient stoichiométrique, donc 1. Autrement dit, là, pour pas avoir des dénominateurs égaux à 1, on peut recopier en disant plus simplement que NSO3 est égal à NI2. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est la quantité d'ion sulfite. Et donc, il va falloir calculer la quantité de matière de diode, donc en utilisant les informations de l'énoncé. Donc, on a le volume à l'équivalence, et normalement, on doit avoir quelque part la concentration de diode. Oui. Donc, la quantité de matière de diode, ça va être CI2 fois le volume à l'équivalence. Et donc, si on fait l'application numérique, on va avoir donc la quantité de matière des ions sulfites est égale donc à 1,010-2 fois 8,2 millilitres, donc 8,2 10-3. Et donc bah ça se fait assez bien de tête, et on obtient 8,2 10-5 mol. Et donc nous, la valeur qu'on nous fournissait dans l'énoncé, c'est 8 10-5 mol. Donc on tombe à peu près dans cette tranche de valeur. Puisque là, de toute façon, si on écrivait avec un chiffre significatif, on tomberait sur 8 10-5, donc exactement ce qui est annoncé. Et maintenant, il faut en déduire le nombre de cartouches d'encre que l'on peut effacer avec un seul effaceur. Et on fait la supposition que la réaction d'oxydoréduction entre le bleu d'aniline et les ions sulfites met en jeu 1 mol de bleu d'aniline pour 1 mol d'ion sulfite. Donc ça veut dire en fait qu'avec 8,2 10-5 mol d'ion sulfite, on va être en mesure d'effacer 8,2 10-5 mol de bleu d'aniline. Et donc on a montré à la question 4 que dans une cartouche d'encre, il y a environ 3,0 10-5 mol de bleu d'aniline. Donc pour trouver le nombre de cartouches qu'on peut effacer avec un effaceur, eh bien il faut calculer NSO3 divisé par la quantité de matière de bleu contenue dans une cartouche. Donc autrement dit, 8,2 10-5 divisé par 3,0 10-5. Et donc ça, avec deux chiffres significatifs, ça fait 2,7. Donc ce qui veut dire qu'avec un effaceur, en théorie, on est en mesure d'effacer 2,7 cartouches d'encre. Donc c'était la dernière question de cet exercice, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.